Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode d'écoute active, devenir parent dans la musique, le prix de la vulnérabilité. On fantasme souvent la musique comme un espace de liberté, un monde de création, d'imprévu, de passion. Un milieu où l'on vit intensément, où l'on refuse parfois les normes, où on invente d'autres façons d'exister. Mais cette liberté-là repose souvent sur une condition implicite, être disponible tout le temps. Pouvoir partir en tournée au dernier moment, travailler de nuit, enchaîner les dates, accepter l'instabilité, vivre sans horaire fixe, sans ralentir, parfois sans réelle sécurité. Et dès qu'un corps devient moins disponible, parce qu'il porte un enfant, accouche, allaite, fatigue, accompagne, prend soin ou demande simplement du repos, cette prétendue liberté révèle très vite ses limites. Car dans l'industrie musicale, devenir parent reste bien souvent perçu comme un problème à gérer, un ralentissement, un risque économique, parfois même une faute professionnelle silencieuse. Pendant que les pères artistes continuent d'être perçus comme des artistes avant tout, les personnes qui portent majoritairement le soin, et bien souvent les femmes, doivent jongler avec des injonctions parfois impossibles. Rester visibles, désirables, créatives, productives, sans parler des contraintes matérielles que représente le fait d'avoir un enfant dans un secteur aussi précaire. Et pourtant, le problème n'est pas la parentalité. Le problème est une organisation du travail pensée autour d'un idéal implicite. Un bon travailleur serait quelqu'un sans dépendance, sans limite, sans besoin, sans interruption. Au fond, c'est bien une question de vulnérabilité qui se joue ici. Et ce que nos sociétés mettent en place ou non pour la reconnaître, l'accompagner, la rendre vivable. Ça raconte aussi quelque chose de notre époque, une société qui célèbre la création, la passion, l'autonomie, mais invisibilise souvent tout ce qui permet concrètement de faire tenir les vies. Quelques chiffres pour poser le décor. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes travaillent sous le régime de l'intermittence en France. Un secteur marqué par les contrats courts, l'irrégularité des revenus, la précarité et une forte exigence de disponibilité. Dans un monde du travail organisé autour de la continuité, avoir un enfant peut rapidement devenir un facteur de fragilisation. Alors, on va parler de ce que la musique préfère laisser souvent hors champ, la grossesse, les congés parentaux, quand on est intermittente, la peur de perdre, de disparaître, les corps fatigués, les tournées incompatibles avec le soin, les revenus qui chutent, la culpabilité, mais aussi les solidarités qui existent déjà et les alternatives qu'on pourrait imaginer. Et pour en parler, on est avec deux invités sur ce plateau. D'abord, Pauline Keignac, plus connue sous le nom de Cassidy. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Pauline, comment ça va ? Ça va, je suis fatiguée. Oui, on va en parler de la fatigue. Tu es une artiste lyonnaise, compositrice, pianiste, passée notamment par les groupes Satellite Jockey, Tôle Froide. Tu développes depuis plusieurs années un projet musical très intime et sensible, Cassidy, où tu racontes beaucoup le quotidien, le temps, les bouleversements personnels et ce que les vies traversent réellement. Merci énormément d'être à distance parce que justement tu viens d'avoir ton deuxième enfant, donc merci de prendre ce temps avec nous. Et avec nous aussi, Catherine Agbokou, est-ce que je le dis bien ? Parfaitement. Médecin du travail chez Thalie Santé, bonjour. Bonjour. Donc le Thalie Santé, c'est le service de prévention et de santé au travail spécialisé dans les industries culturelles et créatives qui accompagne notamment les artistes, techniciens et techniciennes, intermittents et intermittentes, travailleuses du secteur culturel. Merci d'être venu de Paris jusqu'à nous, ici à la Maison de l'Environnement à Lyon. Grand merci à vous pour cette invitation. Et puis tout au long de l'émission, on entendra aussi plusieurs témoignages vocaux de deux membres du collectif Les Matermitantes, un collectif qui accompagne depuis 2009 les intermittents et intermittentes confrontés aux questions de maternité, de maladie, d'accidents et plus largement de précarité des parcours. Voilà, il y aura ceux d'Amandine Thirier, présidente et cofondatrice du collectif, et aussi un témoignage poignant de Jacqueline Geffreau, régisseuse générale au Fourneau à Brest, qui viendra raconter ce que ça signifie aussi de devenir parent quand on travaille dans les métiers techniques du spectacle vivant. Elle n'était pas disponible pour le direct radio, mais je les remercie d'avance pour leur contribution à cette émission. C'est parti pour l'épisode 8 d'Écoute Active. Écoute Active. J'aimerais commencer avec une question assez simple parce qu'au fond, derrière cette idée de liberté qu'on associe beaucoup à la musique, il y a aussi quelque chose de très concret. Quel corps la musique considère-t-elle comme compatible avec ce milieu ? Quel corps on peut montrer ? Quel corps on doit cacher ? Et surtout, est-ce qu'on a le droit de devenir moins disponible sans avoir peur de disparaître ? Pauline, j'aimerais partir d'un post Instagram que tu as publié il n'y a pas très longtemps suite à l'arrivée de ton deuxième enfant. Tu écrivais « Je n'ai pas le temps de composer ou de jouer du piano et c'est très bien ainsi ». J'ai trouvé ça super fort de
l'écrire de cette façon. On entend rarement les artistes le dire publiquement. Je ralentis. Pourquoi c'était important pour toi? C'est vrai que c'était très... Moi, je mens pas très bien de raconter ma vie sur les réseaux sociaux, mais il y a cette espèce d'injonction à être quand même présent, visible malgré tout. Donc, je trouvais ça, je trouvais ça chouette de cliquer, voilà, ce qui se passe en vrai dans ma vie. Mais pour être honnête, ouais, si je pouvais ne pas raconter ma vie comme ça m'irait bien aussi. Après, cette histoire de ralentir, bah, c'est ma réalité, quoi. En ce moment, je compose pas, je joue très très peu de piano et voilà, c'est la triste réalité. Oui, mais ce qui est frappant aussi dans les métiers artistiques, c'est une peur forte de disparaître, comme si quand on cessait d'être visible, on cessait aussi d'exister professionnellement. Tu le dis, tu t'es peut-être finalement un peu forcé à faire ce post Instagram. Et il y a une question très concrète de temps. Devenir parent, ça transforme complètement le rapport du quotidien, le sommeil, la disponibilité, le rythme et la question du temps long. Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport au temps, au travail et à la création depuis que tu es mère? Alors, je pense que les temps que des temps que je consacre à faire de la musique, ils sont du coup très précieux. Avant, j'avais tout le temps, enfin, j'étais prise entre plusieurs groupes et donc plutôt, j'avais beaucoup de tournées, tout ça, mais j'avais globalement beaucoup de temps. Et là, maintenant, c'est vrai que le peu de temps que j'ai à consacrer voilà, à la musique, ben, c'est très précieux. Je pense que j'ai découvert voilà, le côté précieux du temps, quoi, pour faire même. Ouais, mais ce que tu racontes aussi, Pauline, dépasse largement une expérience individuelle dans beaucoup de métiers culturels. Cette hyper disponibilité, c'est parfois un peu une norme implicite. Accepter des horaires décalés, les nuits, l'irrégularité, l'épuisement, parfois même au nom de la passion. Catherine, dans vos pratiques de médecin du travail, est-ce que vous observez une culture de l'hyper disponibilité dans les métiers culturels? Comment vous voyez ça à Thalie Santé? Je pense qu'effectivement, la question de la création, il y a beaucoup de travailleurs, et je mets au sens large, hein, les artistes, mais aussi toutes les personnes qui rendent visibles et qui, pour le coup, sont invisibles dans l'arrière-scène, tous les techniciens, mais aussi tout ce qui est dans la production. Il y a une double problématique qui est, d'une part, le flou entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui peut se retrouver dans le mantra artistique, parce que en fait, on ne crée pas que sur certaines heures de bureau, et puis après, le processus de création s'arrête, et puis aussi dans l'organisation. Donc, il y a ce flou qui est une première ligne, et puis il y a le sentiment du fait, même quand on est dans le cadre de l'intermittence, en fait, le caractère discontinu, la peur de disparaître. C'est-à-dire que quand on est moins visible, ça pourrait s'arrêter parce que le réseau continue d'avancer. Et c'est ce que vous soulignez, c'est-à-dire que finalement, en vrai, j'aurais bien envie de m'arrêter, mais je vais quand même faire ce poste qui est moins impliquant que ce que j'aurais pu faire, mais pour dire je suis pas partie, mon processus est peut-être temporairement à l'arrêt, mais moi j'existe en fait. Ouais, Pauline, c'est ce que tu ressens un petit peu aussi. Donc c'est vrai que c'est pas facile de concilier une vie de parents avec des horaires d'école, avec voilà des choses très très cadrées, en fait, un rythme très cadré. Et ce rythme très, très flou, en fait, de la vie artistique où c'est vraiment stop and go, quoi. Où des fois, on est très, très disponible. C'est ça que moi, je trouve assez chouette avec l'intermittence, au final, en tant que parent. C'est que je trouve, dans l'ensemble, je me trouve assez disponible par rapport à des parents qui font vraiment 35 heures avec 2 heures de trajet quotidien, par exemple. Et moi, il y a des fois où je suis complètement là et par contre, des fois, où je suis pas du tout là. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on peut constater en santé au travail, effectivement, c'est le fait que l'enfant agit comme un révélateur de l'organisation du travail, et que dans les organisations qui sont déjà très exigeantes ou qui ont un caractère irrégulier, alors l'enfant qui vient avec ses propres problématiques de fluctuation de rythme, on a alors ces deux mondes qui viennent se percuter, et c'est là où la question de la charge, de l'organisation, voire de l'épuisement, et donc de la santé, à la fois de la santé mentale, du bien-être, mais aussi de la santé physique, parce qu'il y a quand même cet aspect marathon possible
possible, hein, avec des nuits qui peuvent être compliquées pendant plus ou moins longtemps, et puis des contraintes horaires qui sont là. Donc c'est effectivement à cet endroit-là où nous, on peut voir des professionnels à des stades, et c'est là où nous, on peut le regretter, ils viennent nous voir souvent à des stades très avancés, parce que c'est un peu comme si le service de santé au travail était souvent la dernière porte à laquelle on vient frapper, alors que il y a un certain nombre de choses et de dispositifs qui existent, qui pourraient permettre de penser et d'accompagner. Je pense notamment aux visites de reprise après maternité ou aux visites à la demande qui sont très peu utilisées. Je sortais les chiffres, nos chiffres 2025 sur les visites de reprise après maternité qui sont là justement pour questionner la question du travail et de son articulation avec ce devenir parent. Et nous sommes arrivés au chiffre de 0,3% de nos consultations à cet endroit. Alors effectivement, il est vrai que toutes les personnes qui travaillent dans la maternité ne représentent pas la majorité des personnes, mais 0,3%, c'est quand même un gros différentiel par rapport à nos populations standards que l'on suit, où on est plutôt à 3%. Oui, il y a une forme d'évaporation finalement après la grossesse, on va le développer complètement, mais donc on peut retenir aussi que les métiers artistiques romantisent quelque part aussi un peu cette forme d'épuisement parfois, et que cette pression permanente produit des effets et des impacts sur la santé physique et mentale des personnes qui deviennent parents. Et cette pression, elle ne concerne pas seulement le travail, elle concerne aussi les corps eux-mêmes. Il y a une question qui traverse beaucoup le monde musical: quel corps reste montrable dans les festivals musicaux actuelle, les femmes restent encore largement minoritaires dans les programmations, et quand la visibilité est déjà fragile, toute interruption de carrière peut devenir particulièrement coûteuse. Alors Pauline, j'aimerais te poser une question peut-être un peu frontale. Est-ce qu'une artiste enceinte ou un jeune parent qui devient moins disponible reste perçu comme aussi désirable et aussi programmable? Est-ce que tu as vu une différence entre l'avant et l'après tes maternités? Franchement, je saurais pas dire à cet endroit-là s'il y a enfin, ce qui est sûr, c'est que par ailleurs, il s'est passé des choses en termes de programmation, le Covid et tout, j'étais un peu plus jeune, mais donc c'est un peu difficile, je trouve, de démêler à la fois le Covid, les enfants, etc. Moi, j'ai l'impression que le corps enceinte, il est assez chouette à montrer. Par contre, c'est la mère, quoi. Enfin, c'est-à-dire, avoir un petit bébé. En fait, dès que l'enfant est là où c'est un peu compliqué, pour plein de raisons. Mais c'est plus là où je pense que les personnes disparaissent, c'est quand le bébé est là. Alors que je dirais, enfin, moi, j'étais tournée enceinte, et ça s'est plutôt bien passé. C'était fatigant, mais ça s'est bien passé. Je prévenais les salles et les salles faisaient des efforts pour essayer de me trouver un point pour me reposer ou quoi, mais j'ai pas senti de stabilisation à cet endroit-là. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que tu es là, des contraintes que tu as créées, là, ça vient. Parce qu'on est moins disponible, en fait, du coup. Oui. La question du corps, je sais pas. C'est vrai qu'après, moi, de toute façon, j'ai pas, comment dire, j'ai pas un profil artistique que je mets en avant mon corps spécialement. Du coup, j'ai pas vécu ça. Enfin, voilà. Oui, et puis on en reparlera. J'ai vu ta release partie au Périscope en décembre dernier où tu étais enceinte, et effectivement, ça a posé pas de problème pour que tu fasses ton concert, mais c'était visible, et je pense que tout le monde s'est fait la réflexion que ça se voit, enfin voilà, que c'était étonnant. C'est quand même assez rare de voir une femme très enceinte performer sur scène. Catherine, est-ce qu'on peut dire que certains corps sont implicitement considérés comme plus compatibles avec ce milieu que d'autres? Je pense à un corps jeune, mobile, disponible, sans contrainte apparente. La question, c'est est-ce que c'est implicitement Voilà, c'est implicitement considéré ou pas implicitement? À mon avis, je pense que c'est pas implicitement si on regarde. Mais si je le remets avec le regard du médecin, c'est vrai que pour nous, ça pose des questions, notamment par exemple dans l'univers de la musique. L'enfant a assez tôt dans la grossesse une capacité auditive. Donc c'est vrai que cette question
il y a l'artiste, mais l'artiste dans son corps est une enveloppe pour l'enfant qui donc participe à ce concert et est immergé dans ce niveau sonore. Donc là, c'est vrai que pour nous aujourd'hui, on a envie de questionner parce qu'on ne sait pas quels sont les seuils et les taux, mais de protection des in utero, des enfants autour effectivement de ces musiques et en particulier de tout ce qui peut en plus être autour des vibrations. Donc ça, on a ces questions-là sur le bébé en lui-même in utero et la question de l'audition. Mais c'est aussi plus largement la grossesse, c'est un moment où le corps se transforme, où il est aussi fatigué. Donc là, c'est plus la question du travailleur en fait et de l'ajustement du travail qui est questionné ici dans le milieu artistique, que ce soit sur scène, mais aussi dans tous les autres métiers, avec une fatigabilité qui peut être présente à ce moment-là, des douleurs physiques aussi, c'est variable en fonction des personnes, mais finalement, plus le nombre de trimestres avance, plus on trouve quand même un dénominateur commun qui est là. Donc et en même temps, sur la question, par exemple, du travail de nuit. En population générale, le travail de nuit n'est pas autorisé pour les femmes enceintes. Et c'est vrai que dans le milieu de la musique, et encore plus quand on est artiste, c'est possible de faire des concerts à 8h du matin. C'est un peu moins... ce serait un peu un concept plus original par rapport à ce qui se pratique. C'est plus rare, effectivement. Et cette réalité, elle ne concerne pas seulement les artistes visibles. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, mais aussi dans les métiers du spectacle, il y a toute une chaîne du travail qui reste souvent dans l'ombre. Techniciens et techniciennes, régisseuses, chargés de production, équipes de tournée. Des métiers où les horaires décalés, les déplacements constants, la charge physique, la précarité rendent aussi la parentalité particulièrement complexe à organiser. Et c'est ce que raconte maintenant Jacqueline Geffreau. Elle est régisseuse générale au Fourneau à Brest et elle est aussi membre des Matermitantes. Elle a eu la gentillesse de bien vouloir témoigner de sa maternité à elle. Voilà, elle en a un peu gros sur la patate, je préviens, il y a quelques trigger warnings en amont. On l'écoute et puis on réagit juste après. J'ai travaillé sur de la grosse production de mes 22 ans à mes 40 ans. Sur des tournées comme Gims, Section d'Assaut, Mozart l'Opéra Rock, Kinvey, qui étaient essentiellement masculines. C'est-à-dire quand il y en a des femmes, elles sont aux endroits où on les attend, c'est-à-dire à la cuisine, ou au chant, ou parfois aux instruments. Et des fois, il y a des techniciennes. Et les techniciennes, j'en ai fait partie. Et j'ai envie de commencer par ce premier point, pour t'expliquer pourquoi moi j'ai choisi de quitter ce milieu, parce que justement j'étais devenue maman. En fait, moi je suis arrivée à 22 ans dans ce milieu-là, où j'étais clairement pas invitée. Plein d'autres femmes peuvent témoigner de ça, c'est quand tu te retrouves avec des mascus. Il y a des stratégies féminines, on le fait depuis des siècles. Soit on les met sur un piédestal, et ça s'appelle le patriarcat, où on les rend très intelligents, très beaux, très forts. On devient l'assistante, on les applaudit, en espérant être intégrés. Soit on prend leurs atouts définis masculins, donc ça veut dire la puissance physique, l'endurance, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que n'importe quelle position on prend, ça marche pas. Et on n'a pas réussi en fait à faire ce qu'on voulait dans ce milieu-là. Moi, je voulais faire de la console, je voulais faire de la création. Dans ce milieu-là, c'était pas possible. Alors en effet, certaines s'en sont sorties, mais ça, c'est d'autres témoignages. Ce sera pas le mien. Moi, j'ai quitté ce milieu-là parce qu'il était trop violent, trop toxique, et j'ai ouvert les yeux justement en devenant maman, en me disant que ça marchait pas. Enfin, il y a 20 ans. Qu'on soit belle, grosse, moche, gentille, méchante, virile, grande, trop grosse, trop féminine, machin. Quoi qu'il se passe, on a toutes souffert et pas une de nous s'en est sortie sans avoir, en tous les cas, dans mon entourage, cette putain de rage qui fait que quand on entend un rire un peu trop gras maintenant, aujourd'hui, qu'on a nous, maintenant, du pouvoir, parce qu'en effet, on a 20 ans de métier, et tous ces comportements-là, on les rejette. On peut pas parler d'allaitement, d'adapter
la tournée musicale à l'allaitement ou au mode de garde et créer des crèches au Hellfest, sans parler du fait que le casting, il est pas bon. En fait, cet univers archi-mascu, si on le nettoie pas, si on commence pas par le nettoyer, parce qu'on peut vraiment parler de nettoyage, je suis aussi à un moment de ma vie où repenser à comment la boîte de presta pour laquelle je bossais m'a mis en twin pendant 3 ans quand je faisais de l'accueil en festival avec un homme qui se mettait nu dans ma chambre et qui invitait ses collègues pour regarder des films de cul pendant que moi je faisais semblant de dormir avec la trouille au ventre à côté. Pourquoi ça s'est passé en fait ? Je veux dire, à un moment donné, c'est mon employeur qui ne voulait pas que j'existe non plus, quoi. En fait, c'est complètement, je suis désolée, mais c'est complètement à côté de la plaque de parler de crèche en festival, de parler d'allaitement en tournée, quand on travaille avec des personnes contre qui je devrais porter plainte, en fait. Comment tu veux imaginer que maintenant, il faut que je fasse l'exercice d'imaginer être parent là-dedans et de comment je tirer mon lait quand je fais des journées de 7h à 3h du mat'. En fait, le problème, c'est comment est construit le métier. Quand on respecte pas ni le code du travail, ni la santé des techniciens qu'on embauche, on ne peut pas parler d'inclusivité, en fait. Être inclusif, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'ils sont prêts à respecter le code du travail ? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre des doubles équipes en tournée ? Est-ce qu'ils sont prêts à respecter le fait que, par exemple, un père, quand son enfant naît, il ne doit pas travailler ? Est-ce qu'ils sont prêts à juste dire mais il n'y a pas de problème, c'est ok, là tu files, on se débrouille sans toi et on va trouver une solution. Moi je connais énormément de collègues qui ont eu leur enfant, ils étaient encore en tournée. La plupart des collègues avec qui on est, ils sont séparés de leur conjointe, tout simplement parce qu'ils sont littéralement absents. En fait, il y a un intérêt financier à nous exclure. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, et puis après il y a un autre truc assez injuste, c'est super, hein, toutes ces prises de parole autour de comment intégrer la parentalité dans la scène musicale, mais c'est encore que des femmes autour de la table. Et en fait, à un moment donné, il faut aussi mettre les gens qui sont responsables de l'absence des femmes autour de la table, en fait. Il faut que ça devienne leur problème. Et est-ce qu'ils ont envie que ce soit leur problème ? Non. Donc est-ce que c'est aux salariés féminines de trouver des solutions pour que les productions soient plus inclusives ? Je sais pas. Moi, ça m'emmerde, en fait. Et moi, à mon endroit, j'ai trouvé la solution. C'est quitter ce milieu. Et j'ai trouvé un autre secteur qui est beaucoup plus adapté à ma parentalité. Je travaille maintenant dans l'art de rue. Je suis dans un centre national en art de rue. Et ma vie est adaptée à ma parentalité. Je respecte le code du travail pour les gens pour qui je fais les équipes. Les gens sont respectés. Quand ils ont un enfant malade, il n'y a pas de problème puisque c'est moi qui fais les équipes. C'est moi qui leur dis, tu prends soin de ton enfant, tu prends soin de toi si t'es malade. Si t'as un accident de travail, on le déclare et tu vas à l'hôpital. J'ai pas envie de réfléchir à la place des gens qui ont le pouvoir parce que je ne l'ai pas. Et je sais très bien qu'il n'y a aucun intérêt à ce que la scène musicale soit inclusive financièrement pour les productions musicales. Je ne sais pas si ça répond à l'émission. Oui, Jacqueline, ça répond complètement à l'émission. Merci encore pour ce témoignage qui est chargé. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut réagir un petit peu à chaud à ce qui vient d'être dit. Et sinon, on va continuer à en parler tout au long de l'émission. Juste, ouais, je trouve ça intéressant de dire qu'il y a un intérêt financier à exclure les femmes des équipes. Alors, elle parle forcément des techniciennes, je pense, mais je trouve ça, j'avais jamais ça. Mais c'est vrai que oui, au final, les femmes qui pourraient devenir mères, du coup, potentiellement, elles ralentissent l'équipe, elles perdent de l'argent, etc. C'est vraiment une idée. C'est encore le capitalisme, quoi. C'est encore. Et le patriarcat dans tout ça. Voilà. Après, ce témoignage est fort intéressant et il rappelle aussi le droit, quelque part. C'est-à-dire que l'employeur est quand même le premier responsable de la santé de ses travailleurs et de ne pas nuire à la santé de ses travailleurs. Donc ça part vraiment aussi d'une culture de la prévention et de la bientraitance qui s'articule avec le processus créatif et aussi le processus de produire. C'est une production a pour vocation d'être
d'être à un équilibre financier au moins ou d'être effectivement dans de la production. Mais il y a cette question qui est posée, hein, effectivement, de l'employeur comme responsable de la santé de ses salariés. Et il y a une culture, tu l'as dit en préambule, hein, c'est-à-dire que dans le milieu artistique, l'hyperdisponibilité, la capacité physique à pouvoir être sur des rythmes intenses, la grande disponibilité qui sous-entend de ne pas avoir d'attache, on est sur un modèle qui est très particulier et où, une fois encore, finalement, l'arrivée d'un enfant vient percuter l'existant, mais il est possible, enfin voilà, il le percute au niveau de l'organisation, à un niveau collectif, et il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau individuel. Je trouve que c'est ce qui ressort du propos de Jacqueline qu'on a entendu, le fait que finalement, et c'est là aussi où le service de santé au travail peut être présent et accompagné, c'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes phases dans son évolution professionnelle, et l'enfant peut être un déterminant l'arrivée d'un enfant peut être le déterminant de l'une de ces phases. Et c'est vrai que nous, dans le service de santé au travail, comme je disais tout à l'heure, souvent on vient nous voir tardivement, mais il est intéressant quand on vient frapper à notre porte en disant effectivement c'est compliqué, je rencontre une difficulté, et notamment on a ce que l'on appelle la cellule de maintien en emploi avec des conseillers en évolution professionnelle qui sont là aussi pour accompagner et aider à y voir clair à un moment qui peut être un peu compliqué entre un métier pour lequel on a une passion depuis très longtemps, puis des compétences techniques aussi certainement très étoffées, et puis l'arrivée de cet enfant et comment est-ce qu'on fait vivre l'ensemble. Donc c'est vrai que le service de santé, il peut être aussi interpellé à cet endroit-là pour évoluer justement dans une transition et pas dans une rupture. Oui, effectivement, on entend bien dans son témoignage qu'il y a un effet assez fort révélateur de l'arrivée d'un enfant. Ce n'est pas possible dans cet environnement toxique. Elle parle de violences sexistes et sexuelles également. Effectivement, l'arrivée d'un enfant dans cet environnement n'est pas du tout envisageable pour des jeunes parents. Il y a autre chose aussi qu'elle dit et que je trouve intéressant. Elle parle aussi des pères dans l'histoire. Il y a une différence très frappante dans les représentations. Les pères artistes restent souvent des artistes. Ils continuent à être perçus à travers leur travail, alors que les mères ou plus largement les personnes qui portent le soin deviennent immédiatement des parents avant d'être autre chose à certains endroits. Du coup, j'aimerais vous poser une petite question avant la pause musicale. Le rôle aussi des pères dans cette parentalité. Pauline, est-ce que tu es avec un intermittent du spectacle ou il n'est pas du tout dans ce milieu, par exemple? Si tu veux bien nous le dire. Oui, il est le papa de mes 2 enfants et aussi en même temps, et on jouait ensemble dans les mêmes groupes. Et donc, la solution qu'on a trouvée pour avoir des enfants ensemble, c'est d'arrêter de jouer ensemble. Donc, voilà, on jongle avec nos agendas. Mais c'est vrai il s'avère que moi, j'ai plus arrêté que lui. Pour plein de raisons, mais par choix, par choix personnel, mais aussi un peu par dépit. Et je pense que, il n'y a pas de secret. Enfin, moi, par exemple, j'étais donc pendant mon congé maternité et je pouvais pas partir quand il était genre énorme. J'avais pas du tout envie de programmer une tournée. Et puis 1 mois avant la petite, je devais avoir un bébé à peu près à cette période-là. Je ne pouvais rien programmer avant 6 mois. Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire un bébé. Et comme j'en ai déjà eu un, je vois peut-être comment ça se passe. Mais couple dans la disponibilité mentale de se dire je peux repartir, je peux faire ça. Là où de ce que je vois dans mon entourage amical, d'amis qui sont aussi intermittents, les mères restent plus à la maison pour garder les enfants et les pères continuent à se rencontrer, peut-être moins qu'avant, mais ils continuent quand même. Donc, après ça, c'est aussi d'allaiter, par exemple. Mais bon, d'un côté, on nous dit c'est le meilleur truc qu'on peut donner à son bébé, donc on veut faire bien. Et en même temps, d'allaiter, ça devient une sorte de fardeau en façon de... C'est d'autres questionnements. Et puis moi, je rebondirais en disant que oui, les hommes, c'est différent des femmes à ce moment-là. Hein, tout bonnement, il y a une asymétrie, hein, on va se le dire, et elle n'est pas prête de changer. Et puis, il y a la nécessité, là, on est en train d'échanger sur comment on continue, on avance, mais d'un point de vue de la santé, il y a la nécessité, à un moment donné, de faire une pause dans ce corps, de prendre la mesure, d'accompagner
ces transformations qui sont, même si elles s'étalent sur plusieurs mois, sont quand même brutales dans ce qu'elles amènent. De la question du congé maternité, on a un certain nombre d'intermittentes qui ne prennent même pas ce congé-là auquel elles ont droit et qui pourtant est là à la fois pour accompagner le changement et qui est très protecteur dans cet environnement puisque dans l'intermittence, il faut avoir réalisé un certain nombre d'heures. Donc on voit bien que on a une grossesse qui se passe bien et qu'on s'arrête quelques temps. C'est toujours du temps en moins de cachet, donc on va devoir courir derrière, mais que actuellement dans les moyens qui sont disponibles, oui, ce congé maternité est là et notamment quand il permet de garantir, parce qu'entre le moment où on est sur la fin de sa grossesse, on a l'accouchement, on a le congé maternité, il faut retisser les liens du réseau, etc. Et qu'en plus on a en tête de se dire j'en suis où de mon cachet et autres, c'est vrai qu'aujourd'hui les propositions font qu'un congé maternité permet d'ouvrir les droits pour l'année suivante, donc de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir. Et ça, malheureusement, et je trouve que c'est un dispositif qui n'est pas toujours utilisé et qui est pas toujours par méconnaissance. Voilà, et même parce qu'on peut avoir dans la phase de procréation, même antéprocréation, on peut avoir avant d'être enceinte, ça a pu être compliqué aussi pour plein de raisons, et il y a déjà pu y avoir éventuellement un impact sur le nombre de cachets qui étaient présents. Même dans ces situations-là de carence, il y a des systèmes qui permettent, compte tenu du caractère très particulier de la maternité, de venir pallier, notamment par l'intermédiaire d'aides d'audience qui sont présentes pour que on puisse quelque part garder ce côté sacralisé, ce côté de congé maternité qui est vraiment nécessaire d'un point de vue de la psyché. Quant au papa, les choses sont présentes. Il y a le congé paternité qui existe avec toutes les difficultés à pouvoir le prendre, mais je pense que c'est dans le milieu de la musique, mais on le retrouve aussi ailleurs. Alors, absolument. Le congé paternité des intermittents, il est pas intéressant du tout à prendre parce qu'en fait, en gros, pour les intermittents, on peut convertir en fait chaque jour de congé maternité en heures, alors que pour un père qui voudrait prendre un congé, il sera indemnisé par la CPAM, mais par contre, il n'aura aucun moyen de convertir ces jours-là en heures. Et donc, ça n'a aucun intérêt. Du coup, il s'est désinscrit pour l'emploi, il perd ses indemnités pour l'emploi pour avoir moins avec la CPAM. Et en plus de ça, il peut pas être embauché par... Oui, et c'est exactement ce dont on parle aussi les maternitantes, et je vous invite à aller voir leur site qui est extrêmement bien fait sur ces questions, on en reparlera, mais en tout cas, je retiens aussi l'importance de faire cette pause nécessaire, de ralentir nécessairement pour son corps et son esprit d'un point de vue santé, et c'est une médecin du travail qui le dit, donc écoutez-le potentiellement. Et prendre le temps de rencontrer son enfant, qui est une nouvelle personne qu'on ne connaît pas. Et c'est parfait, ça me fait une belle transition, parce qu'une pause, on va en faire une pause musicale. On va rencontrer d'ailleurs ton fils Camille, qui s'appelle Camille également. Donc c'est Camille de Cassidy, qui est sorti en 2024 de l'album Quelque chose de bien du label Vietnam. On s'écoute ça et on revient tout de suite. Il est là sur mes genoux, il touche un peu à tout. Ses petites mains s'attachent à mon destin. Il est dans mon fond d'écran, comme un air entêtant. Ses tout petits, tout petits, tout petits, tout petits pieds m'ont bouleversé. Oh, oh, cette sensation, je veux la garder tout contre moi. Arrêter tout, ne plus me faire de raison. Camille est l'objet de cette chanson. Il est là sur mes genoux, il bave un peu partout. Ses petites mains cherchent encore mes seins. Il n'a que quelques mois et dans ses
reprend. C'était donc Camille de l'album Quelque chose de bien de Cassidy, sorti en 2024. Et on revient sur la parentalité dans la musique, la maternité dans l'industrie musicale. Et je parle là d'industrie parce que derrière cette pression symbolique dont on a parlé, il y a aussi une réalité beaucoup plus concrète, donc administrative, économique et parfois même extrêmement violente. Depuis 2009, le collectif Les Matermitantes accompagne des centaines de personnes du spectacle confrontées à des difficultés liées à la parentalité, la maladie et les interruptions de carrière et aux droits sociaux. Ce collectif s'est créé à la base spontanément par un groupe d'intermittentes qui ont eu un problème suite à leur congé maternité de l'année précédente. Pôle emploi les avait privées d'indemnisation pendant plusieurs mois. Elles se sont réunies, ont fait des actions, ont occupé des agences Pôle emploi, ont posé plein de questions et ont réussi à obtenir gain de cause. Depuis, elles continuent à exister. Elles font de l'aide aux dossiers, elles gèrent des litiges avec la sécurité sociale, de la veille juridique, de l'accompagnement administratif, bref, un travail colossal mené par un tout petit noyau de militantes qui souvent disent elles-mêmes que ce collectif ne devrait même pas avoir besoin d'exister. On écoute Amandine Thirier, présidente et cofondatrice du collectif. Le collectif, on estime que la maternité relève justement d'une affaire de collectif et non pas d'un choix personnel. Qui dit maternité dit donner naissance à un enfant. Et un enfant, c'est un nouvel être qu'on donne à la société qui va devenir un futur adulte, mais aussi parce qu'un enfant et une mère de surcroît sont des êtres vulnérables et donc nous qui nous battons pour la protection sociale notamment, on estime que le principe du collectif, d'un collectif solidaire, c'est de prendre soin des plus vulnérables. Donc prendre soin des enfants, prendre soin des personnes âgées, prendre soin des personnes malades, des personnes porteuses de handicap et prendre soin aussi donc des bébés, des mamans. C'est un moment de la vie qui doit être protégé, choyé, encourager, aider. Et donc, dans le droit du travail, les employeurs prennent en charge la maternité comme la maladie, comme les accidents, pour qu'il y ait pour que la période soit protégée. Ça, c'est la base. C'est la base. Et pourquoi dans la musique, ça ne marche pas aussi bien? Parce que le constat qu'on fait, ou l'angle mort, si on veut, souvent, la maternité dans le monde de la musique est renvoyée à une affaire personnelle. Voilà, comme si c'était quelque chose qu'on ne veut pas voir, quelque chose qui ne concerne pas l'ensemble des personnes qui travaillent dans la musique, qui ne concerne pas les employeurs, qui ne concerne pas les producteurs, les collègues, etc., qui serait quelque chose à cacher, à oublier et à mettre de côté. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pour nous, il y a plusieurs raisons. L'intermittent du spectacle étant du salariat discontinu, n'a pas les mêmes règles de protection que quand on a un employeur unique avec un contrat long. Donc ça crée une zone un peu sous-protégée en termes de protection sociale et c'est pour ça que nous, par exemple, on existe, pour dire que les intermittents du spectacle sont des salariés qui ont les mêmes droits que les autres et doivent pouvoir bénéficier de la même protection. L'industrie de la musique n'est pas une industrie qui au départ est rentable, donc il faut arriver à créer d'une forme de rentabilité et ça peut mener, il me semble, à une forme de brutalité dans le sens où justement l'industrie va s'appuyer sur le fait que c'est un peu une zone de non-droit. Les producteurs le savent bien, que les artistes sont précaires, les techniciens sont précaires et qu'on peut s'appuyer aussi sur cette précarité pour asseoir un pouvoir, asseoir des conditions et qui dit pouvoir dit qu'on ne se sent pas forcément concerné par l'idée de protéger et par ce qui nous oblige à protéger les plus vulnérables. Voilà, ça c'est les deux raisons un petit peu économiques ou en tout cas économico-sociales. Merci beaucoup Amandine pour ce vocal. Donc elle le dit très clairement, c'est pas une question seulement individuelle, c'était une question de structure. Aujourd'hui, une grande partie du secteur culturel repose sur des statuts fragmentés, elle l'a dit, intermittence mais aussi freelance, contrat court, projet discontinu. Selon les dernières données du ministère de la Culture, les parcours dans le spectacle vivant sont marqués par une forte irrégularité de revenus et de droits de base, ce qui signifie très concrètement que tout arrêt, même temporaire, peut avoir des conséquences immédiates sur les revenus, mais aussi sur l'accès
l'accès aux droits sociaux. Donc j'aimerais vous demander un petit peu à toutes les deux, qu'est-ce qui change concrètement dans la vie professionnelle de devenir parent dans un système aussi mal pensé pensé pour la continuité alors qu'on est dans quelque chose de discontinu? Je pense que ça dépend. Alors, peut-être que ça dépend pas mal entre les artistes et les techniciennes, je pense. En tout cas, si quelqu'un est, par exemple, affilié à une salle, déjà, c'est peut-être un peu plus envisageable de travailler, de reprendre le travail assez rapidement. Mais par exemple, partir en tournée plusieurs jours d'affilée avec un petit bébé, c'est soit on a un entourage qui peut s'en occuper, soit on a voilà, le conjoint qui est présent, etc. Mais je pense que pour beaucoup, c'est pas facile en fait, de laisser son bébé et de partir, même 4-5 jours, c'est déjà toute une mission, quoi. Et par exemple, moi, je suis partie, mon premier enfant, il avait 1 mois et quelques. J'avais un contrat d'un concert que j'estimais que je pouvais pas l'annuler parce que c'était trop important. Et en fait, je me suis retrouvée à tirer mon lait sur les aires d'autoroute, à tirer mon lait juste avant de monter sur scène, à stresser d'avoir une montée de lait sur scène, avec tout. Enfin, c'était pas du tout. Je me sentais pas bien. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que c'était pas adapté, même si tout le monde essayait de faire que ça marche. Mais moi, je me sentais pas très bien à tirer mon lait dans ma loge, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, c'est pas facile, je trouve, de partir en tournée quand on en est dans ce stade-là. Tu dis là dans Oui. ton témoignage Eh ben, que t'as pas voulu annuler cette date parce que pour toi elle était importante. Est-ce que c'était aussi une pression économique? Alors, en l'occurrence, non, parce que pour être. Du coup, ça me coupait mon congé maternité, donc c'était plutôt l'inverse. En fait, ça m'a plutôt bien embêtée, à vrai dire. Mais c'était plutôt parce qu'en fait, le label et le booker, ils avaient booké cette date importante et je me voyais pas leur dire, en fait, je suis désolée, j'aurais accouché depuis 1 mois et je me sens pas de partir, donc je me suis un peu forcée à faire cette date. Et je pense que ça dépend vachement des personnes. Il y en a pour qui ça poserait aucun problème. Moi, ça m'a vraiment coûté, quoi. Je le referais pas si je devais le refaire. Mais après, sur les histoires de revenus, c'est sûr que du coup, si tous nos revenus sont basés sur des représentations, ce qui est quand même le cœur du métier quand on est artiste globalement, en fait, c'est très compliqué parce que déjà que c'est compliqué de base, mais là, réussir à faire une 40aine de représentations dans l'année qui suit la naissance, c'est hyper compliqué. Donc c'est vrai que moi, je me suis souvent dit pourquoi on négocie pas avec Pôle emploi d'avoir la possibilité de payer sous la forme de cachet ou d'heures d'intermittence d'autres choses qu'on fait en fait presque toutes et tous en tant qu'artistes, c'est-à-dire de la médiation culturelle, des interventions, que sais-je. Et pour moi, il y a vraiment un truc à cet endroit-là d'ouvrir en fait les possibilités de cachet, de diversifier les activités possibles. Voilà, de diversifier. En plus, on nous le demande par ailleurs. On nous demande, souvent, on nous demande de faire de la médiation et d'avoir toutes les casquettes. Donc c'est vrai que pour moi, c'est hyper étonnant qu'on ne puisse pas se payer en cachet facilement, parce que c'est quand même très compliqué de le faire au final. Là, moi, où je peux rebondir par rapport au service de santé au travail, c'est qu'effectivement, l'administratif, c'est compliqué partout et dans l'intermittence, en fait, on est dans des cadres particuliers. Donc, on est dans le cadre qui fait que lorsqu'on interpelle certaines administrations, en fait, on ne sait pas ce qu'il en est du statut, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est aussi, encore une fois, quand on devient jeune parent, on est pris par tout un tas de choses. Et là, il faudrait en plus passer un master en compétences administratives. Donc, on n'a pas forcément le temps ou pas forcément l'envie non plus. Et là aussi, le service de santé au travail peut être interpellé avant qu'on se retrouve en situation de précarité qui finisse par nuire sur la santé, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont possibles, mais il faut les connaître, savoir quoi activer, ne pas oublier de cocher la bonne case au bon endroit, sinon on a investi du temps qui ne
sert à rien. Et c'est vrai que nous disposons d'une équipe de travailleurs sociaux et notamment des assistantes sociales qui sont là pour faire tout un travail d'accompagnement, de guidance dans cette période où, oui, on est autour de, je le disais tout à l'heure, prendre du temps pour la rencontre avec bébé, même si le congé maternité permet de garder le statut, ça ne fait pas les rentrées d'argent ne sont pas les mêmes que celles précédentes. Oui. Donc de savoir utiliser les dispositifs existants, mais pour cela, il faut en avoir connaissance. Et je pense qu'effectivement, avoir un point d'entrée qui est le service de santé au travail, qui peut être un point d'entrée plus spécifique et qui connaît le milieu de l'intermittence. Oui, c'est très bien de le dire, ne pas hésiter donc à parler aux institutions, à se tourner vers elles lorsqu'on a la moindre question et qu'on a besoin d'un peu d'accompagnement. Et en discutant, je me disais, c'est vrai que par exemple, si on imaginait des boîtes de booking, de prod, en fait, qui du coup essayaient de proposer en fait d'accompagner l'artiste dans sa carrière globale et pas juste dans son entité d'artiste, parce que je trouve que quand on est artiste, on doit montrer comme ça une sorte d'avatar de nous-mêmes, voilà, qui est l'artiste, qui est pas vraiment nous-mêmes. Et moi, je connais beaucoup d'artistes qui ont par ailleurs tout un travail de médiation culturelle, en fait. Et moi, je me dis, si on voulait vraiment accompagner les personnes dans toute leur carrière, dans toute leur vie, on pourrait aussi leur proposer de pas juste les booker pour des concerts, mais les accompagner sur des projets Je pense qu'il y a quelque chose qui est pas pensé dans l'industrie musicale, si on peut appeler ça comme ça, en fait, d'accompagner les personnes sur toute leur carrière. En fait, les professionnels qui nous accompagnent sur un projet, sur un album, sur un truc, sur une tournée. Et du coup, peut-être qu'on gagnerait justement à essayer de créer un accompagnement à la personne dans sa carrière. Une forme de management. Dans ce que tu dis, il y a aussi la question tu parlais de faire un métier qui est global, c'est aussi un métier de passion. Parfois, elle peut devenir aussi ambivalente parce qu'elle peut aussi servir à justifier des conditions de travail qui, dans d'autres secteurs, seraient difficilement acceptées. J'aimerais aussi vous poser la question de est-ce que cette passion peut parfois devenir un outil d'auto-exploitation ? Est-ce que vous voyez ça à Thalie Santé, des personnes qui continuent à travailler alors que leur corps aurait besoin d'un arrêt, des gens qui retardent ou cachent une grossesse par peur des conséquences professionnelles ? Est-ce que c'est des choses qui existent aussi ? C'est très fréquent, justement, et au nom de la passion, en fait, du métier passion. C'est comme si l'amour protégeait, mais l'amour peut aussi être destructeur, et c'est d'autant plus difficile d'arrêter qu'on apprécie. En fait. Donc on va aller beaucoup plus loin dans le fait de s'abîmer avant d'entendre qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Et pour rebondir aussi sur ce qui a été dit juste avant, c'est vrai qu'on voit émerger, nous, parce qu'on peut être interpellé sur des questions d'organisation de travail dans des petites compagnies qui sont portées par des personnes qui sont partie prenante sur cette question de la maternité, qui peuvent être des hommes ou des femmes, souvent parce qu'ils ont été confrontés assez près sur ces questions et qui font évoluer, on le voit nous dans le sens de ce qui était en train de dire qu'en fait une personne a diverses compétences et qu'il est possible à un moment donné où la maternité fait que on va peut-être plus aller sur scène de la même façon ou pouvoir faire telle ou telle action technique qui relève en fait du poste de travail habituel que l'on a, de pouvoir réfléchir avec le service de santé au travail au regard des compétences qui sont présentes et des indications au regard de la santé, de postes qui pourraient faire être une ouverture temporaire ou qui peut être l'objet d'une réflexion qui va devenir un petit peu plus pérenne. Et donc là, effectivement, on est sur des employeurs qui ont compris qu'ils ont en fait, ils sont responsables de quelque chose et que l'investissement qui a été fait sur ces artistes, ces travailleurs, finalement, c'est dommage de le perdre. Ils vont perdre une compétence, ils vont perdre un savoir et ils ont envie de le garder et ils évoluent. Mais ça, voilà. Donc il y a quelques expériences. C'est vrai qu'il n'y a pas trop cette logique de justement de faire durer une relation employeur-employé. Enfin, bon, après c'est compliqué. Il y a plein de cas de figure, je pense, dans la musique. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse différence entre, par exemple, les compagnies de théâtre, d'art de rue ou quoi, et la musique, qui est quand même un milieu pour moi assez
il y a plein de similitudes avec le théâtre, mais en même temps, c'est très particulier parce qu'en fait, un groupe de musique, on peut pas remplacer comme ça un des individus et encore moins la personne qui fait le groupe, enfin la chanteuse, voilà. Si on n'est pas dispo le jour du concert, et ben en fait le concert n'a pas lieu. Donc ça, c'est quand même une vraie charge mentale sur les épaules des artistes, quoi. Qui d'ailleurs, quand on voit, voilà, on a vu Rosalia il y a pas longtemps qui avait annulé son concert parce qu'elle était trop malade, etc. En fait, je pense que les gens se rendent pas compte, en fait, voilà, De l'implication du le corps public sur déjà scène. ne se rend pas compte de ce que ça implique pour un artiste très connu de faire autant de concerts, etc. Moi, je n'en suis pas là, mais. Oui, Oui, je trouve ça intéressant de se dire que l'entourage professionnel ne mise pas comme ça sur des personnes. Ils ont plutôt essayé de piocher sur ce qui se fait en ce moment, d'accompagner tel artiste sur un. Et pour survivre, certains vont aller jusqu'à l'épuisement professionnel. En même temps, moi, par exemple, j'ai conscience, je veux dire que c'était dit dans le vocal des maternitantes, en fait, c'est pas un milieu qui est rentable. C'est comme l'école, c'est comme la santé, c'est pas rentable la culture. Et il n'y a pas de service public de la culture, donc en fait, on est obligé de faire avec, entre guillemets, si on veut absolument jouer, parce qu'on en a envie. On est contraint d'accepter toutes les conditions. J'avance un petit peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission et je voulais quand même qu'on parle du cœur du sujet, c'est que fait le monde culturel de la vulnérabilité. Des formes de solidarité quand même existent, des collectifs s'organisent, des outils se construisent, des travailleuses et travailleurs tentent de transformer concrètement les conditions du secteur. C'est ce que raconte une dernière fois Amandine Thirier des Maternitantes autour des pistes d'action de ce qui pourrait changer. On l'écoute. Alors comment on peut aller vers plus d'inclusion et plus de solutions en fait à ce constat? Effectivement, c'est donner plus de parole aux femmes tout d'abord, plus de parole et plus de place. Donc entendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs difficultés. On pourra voir avec le témoignage de Jacqueline que les difficultés, c'est pas seulement de trouver un endroit pour allaiter ou d'avoir un aménagement quand on est en grossesse, mais que c'est aussi comment faire face à un sexisme crasse parfois dans certains milieux, dans certains tourbus, dans certaines chambres d'hôtel. Voilà, comment on organise quelque chose de safe pour une future maman ou une jeune maman et son enfant. Comment on organise de toute façon quelque chose de safe pour les femmes en général. Et puis, pour revenir au droit du travail, penser que la maternité, ça s'identifie. Quand une personne nous annonce qu'elle attend un bébé, et je dis une personne volontairement parce qu'il y a aussi des congés paternité et les pères sont concernés. Un employeur n'a pas le droit, par exemple, d'employer un père qui vient d'avoir un enfant le jour de la naissance et dans les 3 jours qui suivent. Il a l'obligation non seulement de le libérer, mais de le rémunérer. Et ça, il y a beaucoup d'employeurs qui s'assoient un peu sur cette règle qui fait partie du droit du travail. Comme il s'agit de 4 jours, on passe. Beaucoup de pères ne prennent pas leur congé paternité qui aujourd'hui peut aller quand même jusqu'à 28 jours et qui est bien indemnisé. Donc en tout cas, quand un parent va devenir parent ou vient d'être parent, il y a des manières de réagir qui doivent être celles de l'anticipation, de l'organisation et de la protection. On anticipe, c'est-à-dire qu'on réfléchit en amont comment on va remplacer la personne, qu'est-ce qui se passe si l'enfant naît en avance, comment on organise la tournée, comment on met en place pour que les choses soient possibles. On ne vire pas les personnes parce qu'elles deviennent parents. Voilà, ce genre de choses très simples. C'est de l'anticipation, c'est de l'organisation. Parfois, ça peut demander un petit budget, mais qui est souvent dérisoire par rapport à ce qu'il permet. Et qu'est-ce qu'il permet ? Il permet d'avoir un sens du collectif, un sens de la protection et aussi un bien-être général de tout le monde, des parents, des enfants. Est-ce que c'est pas ce qu'on doit vouloir, nous, dans la musique ? La musique, elle se veut porteuse d'un sens sur la vie, d'une parole et d'une sensibilité aussi. Comment on peut accepter que la musique
s'assoit sur le droit, s'assoit sur la solidarité, s'assoit sur le collectif et ne cherche pas à protéger ceux qui en ont besoin et à aider les personnes qui en ont besoin. Voilà, après tout ce qu'on a entendu, les témoignages, les analyses et les expériences très concrètes que vous nous avez données, une question reste en suspens. Ce qui traverse et qui traverse tout ce qu'on vient d'explorer, c'est pas seulement la parentalité, c'est la manière dont nos sociétés organisent le travail, le temps et la valeur des corps, la question de la vulnérabilité dans nos sociétés. Donc j'aimerais bien terminer cette émission avec une question simple. Est-ce qu'on pourrait imaginer une scène musicale où prendre soin de soi, des autres, des enfants ne serait plus vu comme un frein à la création? Voilà, je vous laisse un dernier mot à toutes les deux sur cette question avant de clôturer. J'aime bien l'idée que quand on voit quelqu'un sur scène, en fait, c'est une vraie personne avec une vraie vie, avec un vrai corps, et c'est pas juste une représentation, c'est pas juste un costume, etc. Je trouve ça. Moi, je suis hyper touchée par la sincérité, la vulnérabilité des personnes sur scène. Et je trouve qu'on gagnerait en fait à pas fantasmer en fait les artistes qu'on aime et à accepter en fait que ce sont des vrais humains et pas et alors maintenant avec l'IA c'est encore un autre sujet, mais en tout cas accepter que ce sont des vrais humains et qui ont des vies et des émotions qui se sentent plus ou moins bien tel jour, etc. Très bonne réflexion. Catherine. Et, moi aussi, d'un point de vue de la santé, pour moi, je pense que la vraie question, c'est comment éviter que la conciliation entre travail et maternité et parentalité au sens large repose sur l'épuisement individuel de la personne. Voilà. Et comment collectivement, en fait, en santé au travail, souvent on dit que la protection, elle doit d'abord être collective et avant les protections individuelles. Et là, pour le coup, c'est vraiment... on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et pour que ça marche, ce serait ça. Donc, on va être sur de l'unique. On va traiter des cas singuliers. Et là, le fait de se poser des questions aujourd'hui, c'est déjà une étape en fait. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en réflexion. C'est certainement très immature encore, mais il y a un désir, et collectif, qui est pas uniquement féminin, mais qui est traversé aussi par des hommes qui ont envie d'exprimer leur paternité autrement et de s'engager aussi professionnellement autrement que dans le modèle qui a été décrit au début, très exigeant, très demandeur, très libre, etc. Et dans cette réflexion-là qui est en train d'être menée, qui est lente, parce que les réflexions sociétales sont assez lentes, surtout si on veut que le changement s'opère vraiment, parce que c'est un changement de fond. Il y a des choses qui existent, on en parlait tout à l'heure, et par exemple, là, depuis, je crois, à peu près 2 ans, ou peut-être un tout petit peu plus, il est aussi possible, lorsque l'on est artiste et qu'on doit se déplacer, artiste intermittent, d'ailleurs, c'est pas que artiste, c'est intermittent, et qu'on est en tournée, par exemple, de pouvoir avoir des aides pour financer le mode de garde, pour pouvoir se déplacer avec son enfant et pas remettre tout l'argent de son cachet dans le prix de la nounou, de la nounou ou du nounou. Donc voilà, il y a des petites choses et c'est de ne pas rater ce qui existe, qui est imparfait, mais au moins de s'appuyer d'en avoir connaissance, de pouvoir s'appuyer dessus de façon à expérimenter parentalité et travail dans le respect de sa santé de façon individuelle et en s'appuyant sur les imperfections collectives actuelles, mais qui sont là quand même. Magnifique, très belle conclusion. Donc n'hésitez pas à aller voir et toutes les choses mises en place par Thalie Santé, mais aussi, donc je le redis, le site des Matermitantes qui est hyper bien fait, qui est une vraie boîte à outils pour les personnes qui sont dans cette situation. On arrive donc à la fin de cette émission. Pendant 1 heure, on a parlé de musique, mais on aurait tout aussi bien pu parler de l'hôpital, de l'éducation, du soin, de tous les secteurs où on demande aux travailleuses et aux travailleurs, et particulièrement aux personnes en situation de précarité, de tenir coûte que coûte, parfois en silence. Il y a quelque chose de profondément violent dans l'époque actuelle. D'un côté, on entend les responsables politiques parler de réarmement démographique, s'inquiéter de la baisse de la natalité, appeler à faire des enfants au nom de l'économie ou de la nation. De l'autre, on laisse les personnes enceintes sans protection suffisante, des intermittents et intermittentes perdent des revenus, des parents culpabilisés de ralentir, des métiers entiers fonctionner sur l'épuisement et l'absence de stabilité. Et comme souvent, on célèbre la parentalité dans les discours, mais on abandonne les parents dans la réalité matérielle. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la musique, et c'est très révélateur. Une
une industrie qui affiche des valeurs progressistes, féministes, inclusives, mais qui continue à reposer sur une logique profondément productiviste, être visible, disponible, rentable, toujours. Le sujet, c'était de rappeler une chose simple, personne ne devrait être pénalisé économiquement, artistiquement ou socialement parce qu'il ou elle a un enfant. On parle plutôt de droits sociaux, de temps, de services publics, de solidarité collective et de structures capables de les rendre vivables. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour en parler, Pauline et Catherine. Merci beaucoup. Et merci. Et merci aussi à Amandine et Jacqueline des Matermitantes pour leurs vocaux. Bravo à elles pour leur engagement sur cette cause. Merci Florian et Radio Anthropocène pour l'espace d'expression. On se retrouve en juin pour un nouvel épisode.